Ici, la jalousie à la Michaudière. Ah, il y en a quand même un petit peu. Ah, il y en a. Bon, alors, vous savez quelle chance nous avons. Bravo d'abord, parce que c'est une pièce qu'on n'a pas l'habitude de voir, Michel Faux. C'est pas forcément la guiterie habituelle. Parlez-nous donc de ce choix. Peut-être, est-ce que c'est lié à l'anniversaire du théâtre? Est-ce que c'est vous qui en avez fait le choix? Est-ce que vous l'aviez déjà joué? Non, moi je rêvais de jouer cette pièce parce que c'est un rôle magnifique. Et avec Gwendoline Amont, on cherchait une pièce drôle et c'est compliqué de trouver un texte drôle, il n'y en a pas beaucoup qui me font rire. Et je lui dis, mais il y a une pièce de guiterie de jeunesse, puisque c'est 1915 la pièce, où il y a un très beau rôle de femme pour toi, et elle a lu la pièce et puis elle a eu envie de la jouer. Et puis Richard Caillat, le directeur du Théâtre de la Michaudière, m'a dit, mais pourquoi vous ne le faites pas pour fêter les 100 ans de la Michaudière, qui cherchait un spectacle raffiné et drôle, donc voilà, ça s'est fait comme ça. Mais c'est une pièce de jeunesse, j'aime beaucoup cette période. J'avais déjà monté il y a 15 ans Nono de Guitry avec Jules Depardieu, qui était une pièce, qui était sa deuxième pièce même à Guitry. Et là, cette pièce, il l'a écrite à 30 ans et c'est incroyable, tout ce qu'il dit sur la femme et sur l'homme, c'est incroyable à 30 ans de dire des choses aussi pertinentes. Ouais, est-ce que c'est déjà du Guitry de la maturité, vous diriez? Non, c'est vraiment la première période. Elle est un peu plus poétique, elle est même un peu absurde. Il est influencé par Octave Mirbeau, Jules Renard, mais il est aussi influencé par Feydeau, qui va être son témoin de mariage. Et puis il y a quelque chose d'un peu absurde. D'ailleurs, au début, quand il a écrit, Jean Cocteau avait dit que Guitry était un poète dadaïste. Quoi. Il y a deux scènes dans la pièce, notamment la scène de la dactylo et la scène du détective, qui n'apportent strictement rien à l'action, mais qui sont vraiment là juste pour divertir et qui sont vraiment totalement absurdes. On pense à Ionesco. Quoi. Et puis il y a une scène à la fin entre la mère et la fille qui ressemble presque à du Ibsen ou à du Mirbeau ou du Henri Beck. C'est très étrange. Et en même temps, la pièce est très drôle et très féroce. Ouais, c'est très drôle. Moi, j'ai infiniment ri. Elle est étonnante, cette pièce, parce que elle a plus d'un siècle. Et puis d'ailleurs, on s'est rappelé dès le départ, quand on est prié d'éteindre nos téléphones portables, qui n'existaient pas à l'époque. Et pourtant, elle n'a pas pris une ride. Est-ce qu'il y a eu... C'est incroyable, parce que, vous savez, c'est très difficile de répéter une pièce drôle devant personne, parce qu'on a répété pendant 1 mois et demi devant une salle vide, donc ça devenait totalement surréaliste. Le metteur en scène que j'essayais d'être n'est plus du tout objectif, donc c'est très compliqué de répéter un spectacle drôle. Et quand on joue depuis une semaine, quand on a eu la réaction du public, on a été très surpris. Le public rit encore sur le texte qui date de 1915. Il faut dire aussi qu'il y a une interprétation du texte qui prête à rire. Comment est-ce qu'on travaille? Moi, vous êtes metteur en scène et sur scène. Comment est-ce que vous arrivez? Alors, est-ce que vous êtes d'accord avec vous-même? Je suis très sévère avec moi-même. Je suis redoutable. Mais c'est bien, c'est très sain de faire les deux. À la grande époque, c'était souvent comme ça, les metteurs en scène étaient acteurs. Et c'est très sain parce que mon ego de metteur en scène est tout de suite calmé parce que je dois aller faire le pitre sur scène. Et puis mes états d'âme d'acteur se calment aussi parce que je dois gérer le spectacle. Donc c'est très sain comme rapport. Et puis je suis là tous les soirs comme ça. Je peux surveiller le spectacle. Est-ce qu'on n'est pas un peu schizophrène quand on doit diriger les autres et être en même temps leur partenaire de jeu? Déjà, je suis schizophrène de naissance, mais en plus, en effet, c'est totalement... mais c'est bien, puis j'ai un assistant formidable. Et puis quand je joue avec les acteurs, je suis très près, je vois très bien s'ils sont au bon endroit ou pas. Et parfois, je filme pour voir justement l'image que ça fait. C'est plutôt des questions esthétiques où j'ai besoin de... Parce que ça, je ne le vois pas. D'accord. Alors au niveau esthétique, justement, c'est très beau et vous avez pris le parti de conserver un bain d'époque, j'ai envie de dire, alors que Guitry, comme tout le monde, on peut l'adapter, on peut le mettre dans les années 60, 80, 2050. Et d'ailleurs, la pièce avait été remontée en 92, je crois, par Jean-Claude Brialy, qui jouait le rôle. Il l'avait située dans les années 30. Et après, elle a été reprise par Michel Piccoli, et là, le Bernard Bural, le metteur en scène, l'avait située dans les années 20. Donc, en effet, mais nous, on a gardé cette époque 1915, qui est le début de la Première Guerre mondiale, et on a pensé beaucoup à l'univers, c'était l'époque de Colette, et on a pensé, il y a 2 décors. Il y a un premier décor, c'est un jardin d'hiver, tel que le décrit Colette dans Chéri, notamment un roman,
Et puis le deuxième décor, c'est une garçonnière vraiment qui annonce l'art déco qui va arriver. Et c'est très très beau en effet, c'est très raffiné et un peu décadent. Et la mode vestimentaire pour les femmes est très 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 belle. Les robes commencent à se raccourcir, on voit les bottines. C'est une mode qui a duré très très peu de temps et qui est très 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 belle. Donc il y a des très très beaux costumes. Oui, c'est magnifique, beaucoup de perles, c'est très saillant. Et j'ai été époustouflée par la beauté d'ensemble. Moi j'aime bien au théâtre ou à l'opéra ou au cinéma quand on fait des voyages, quoi. J'aime bien. C'est mes fantasmes à moi, c'est mon imaginaire à moi, mais j'aime bien quand on sort de la réalité. Donc j'aime pas trop le réalisme ou le quotidien, donc je le fuis même. Donc c'est pour ça que j'aime bien que je dis les gens ils ont des raisons de sortir de chez eux pour aller au théâtre pour voir des choses qu'ils verront pas partout. Oui, on imagine en sortie de caravane dans les années 60, ça aurait été moins joli. Oui. Ça s'est fait à une époque, hein. C'était bien de le faire. Hein, et les pièces, donc, elles avaient été précédemment montées, donc, on va dire quoi, 4 fois peut-être au XXe siècle, pas beaucoup plus. Elle est rentrée au répertoire de la Comédie Française en 1932, vous vous rendez compte? Parce que Sacha Guitry a été reconnu comme un génie très tôt par Jules Renard et Mirbeau. Quand il s'est marié avec Yvonne Printemps, ses témoins de mariage c'était Georges Feydeau et Sarah Bernard, c'est-à-dire c'est la tragédie et le boulevard, c'est quand même magnifique. Et après, il a toujours été joué, il est rentré au répertoire avec cette pièce, qui a été jouée jusque dans les années 70. D'ailleurs, Geneviève Casil, grande tragédienne de la Comédie Française, avait joué le rôle de la femme en 70, et maintenant elle joue le rôle de la mère. C'est un honneur de l'avoir sur scène. C'est un rêve. Et après, Guitry a toujours été joué. Il n'a pas connu le purgatoire qu'ont connu beaucoup d'auteurs, même avec les ennuis qu'il a eus après la Seconde Guerre mondiale. Il a toujours continué à faire des films, continue à être joué dans les années 70, 80, 90. C'est incroyable. Comment vous expliquez ça? Parce que c'est un très grand auteur. Il y a des grands auteurs qui connaissent un purgatoire, oui. Mais c'est comme un auteur classique, en fait. D'ailleurs, son texte a traversé le temps, quoi. Et puis on peut le prendre à plusieurs niveaux. On peut voir une peinture de société, on peut voir un pur divertissement, on peut voir une analyse même psychanalytique des rapports humains. On peut voir plein de choses. Alors justement, on peut raconter quand même un peu l'histoire, puisque cette pièce, elle préexiste. On va dire qu'on va pas spoiler. Si on... Alors allez-y alors. Vous voulez que je raconte? C'est très dur de faire le speech. Ah ouais. Le pitch. Alors je vais vous pitcher l'intrigue, mais sans vous révéler. Et je vous dirai si c'est bien. Vous me direz si c'est bien. Un bourgeois vient de quitter sa maîtresse à l'instant. Il est encore, on l'imagine, moi je l'imaginais très odorant du parfum de sa maîtresse quand il rentre chez lui. Parce qu'on a l'impression que quand sa femme arrive... En fait, excusez-moi, je vous arrête, ouais. C'est un notable, mais on ne sait pas ce qu'il fait. Non. On ne sait pas ce qu'il fait dans la vie, ça c'est déjà assez... Mais c'est un notable. Oui, c'est un notable. Oui, on ne travaille pas trop. Et il attend d'être décoré de la Légion d'honneur. Il ne pense qu'à ça, comme certaines personnes. Je ne vois pas très bien l'intérêt, mais bon. Surtout maintenant, quand on a la Légion d'honneur, dès qu'on a des problèmes, on vous l'enlève. Donc, il n'y a pas l'intérêt d'avoir une Légion d'honneur. Moi, je croyais qu'au contraire, ça servait quand on avait des problèmes, mais pas du tout. C'est pour ça que je ne veux pas la Légion d'honneur. Mais lui, il veut la Légion d'honneur. Et il est allé voir pour la première fois de sa vie une prostituée. Et il regrette, il culpabilise, et il rentre chez lui. Et alors là... Et là, il se met en tête de trouver des explications pour justifier cette relation auprès de sa femme. Donc il se met à inventer des explications, un cadeau, des choses comme ça. Et ce qui va se passer, c'est que, parce qu'il arrive en retard, donc il pense qu'il va être démasqué et qu'il doit se couvrir. Et la réalité, c'est que c'est l'inverse. Sa femme rentre encore plus tard, et c'est elle qui lui donne exactement les mêmes explications. Donc, quiproquo. Mais après, on ne raconte pas la fin, mais sa femme est pure Et lui, pas du tout. Oui. Et il va la soupçonner, et il va devenir fou de jalousie pour quelque chose qui n'existe pas. Voilà. Et souvent, on me dit, mais le boulevard, c'est toujours des histoires de maris trompés ou de femmes cocues, mais je dis Othello de Shakespeare, c'est l'histoire d'un mari qui est trompé, qui croit être trompé. Ivanov de Tchekhov, c'est l'histoire d'un mari qui trompe sa femme. Donc je pense que c'est plutôt humain plutôt que boulevardier. D'ailleurs, vous faites une référence lumineuse à Othello, me semble-t-il, faut basculer en lumière verte à un certain point, n'est-ce pas? C'est Othello, le monstre aux yeux verts, la jalousie. Bravo. Oui, puis c'est la couleur de la jalousie, puis c'est une couleur vénéneuse, c'est la couleur de la folie. Le vert. C'est pour ça que Molière jouait en costume vert. Et puis après, ça a été... ça portait malheur. Alors, est-ce que c'est...
La jalousie, c'est quand même un sentiment qui prête à rire et en même temps qui est dramatique. Moi, je trouve ça très très bête d'être jaloux, et c'est pour ça que je veux monter cette pièce aussi. Moi, je suis pas du tout jaloux, et encore de moins en moins. Mais même dans mon métier, je suis pas jaloux, et même dans ma vie affective, je suis pas jaloux. Je trouve que la jalousie, c'est idiot. Mais pourtant, vous avez de l'empathie pour les jaloux ou même pas? Bah, évidemment, moi, j'ai envie de jouer ce rôle parce qu'il devient fou, alors c'est toujours passionnant de jouer un bourgeois respectable qui devient fou. Parce qu'il est bourgeois respectable Parce que c'est dur la vie, alors même pour les bourgeois respectables. C'est très difficile, les rapports humains. Alors, on peut raconter un petit peu plus avant, c'est que finalement, la situation va s'inverser, en tout cas, il va provoquer... Oui, c'est comme s'il il jetait sa femme dans les bras d'un jeune homme pour être rassuré, pour être sûr qu'il est trompé. Parce que ce qui est terrible, c'est de ne pas savoir, en fait. Mais il y a un très beau texte à la fin, la mère de la fille, donc la fille c'est Gwendoline Amand et la mère c'est Geneviève Casil, et la mère raconte sa crise de jalousie, c'est très très beau de. Mais oui, non, je trouve que si on aime vraiment quelqu'un, on n'a aucune raison d'être jaloux. Ah, si on l'aime pour lui ou pour elle, ouais. Évidemment si on l'aime pour soi, on est jaloux. Ouais. Alors il va, ce bourgeois donc va pousser, on peut l'appeler c'est Albert, hein, Albert Blondel, il va pousser sa femme Marthe dans les bras d'un lézignan. Mais on ne dit pas si elle résiste ou pas. On ne dit pas, on ne dit pas. Oui, alors qu'elle est pure et innocente. Ouais. Et Un alors, peu comme dans le théo. Oui. Et lézignan, alors moi je l'entends à l'anglaise, lazy. On a l'impression d'être face à un dandy. Est-ce que c'est l'homme qui s'approprie une espèce de proie facile supplémentaire, il profite de la situation? En fait, la première période de Guitry, il est à la fois le mari et l'amant, en fait. Donc c'est un personnage qui annonce les personnages de Guitry qu'il va y avoir dans Faisons un rêve. C'est vraiment un dandy nonchalant, l'amant. C'est un peu un auteur raté, en fait. Et très très suffisant, mais avec des bons mots sur... Une belle moustache. Oui, très agaçant, très tête à claque, et avec des bons mots sur les relations qu'il a avec ses maîtresses. Et c'est avec Simon Corgé qui joue le rôle et qui est formidable. Ouais. Mais on le déteste, hein, vite, ce lézignan. Oui, il est très agaçant. Oui. Mais il est plus jeune et plus beau. Oui. Alors comment est-ce que vous êtes rentré dans ce rôle d'Albert? Parce que c'est difficile de jouer l'humour, c'est quand même toujours casse-gueule. Moi je pense que le boulevard et la tragédie, c'est les deux choses les plus difficiles, donc ça rejoint Feydeau et Sarah Bernard. Mais en plus, Guitry, il y a vraiment une langue qui est très très compliquée à apprivoiser. Il y a des phrases très longues, un peu à Marcel Proust, et puis il y a des répétitions beaucoup, il y a des choses qui se mettent en boucle. Et puis il y a une musique Guitry, il y a un style Guitry qu'on ne peut pas éviter. Et en même temps, moi je ne veux pas faire d'imitation, mais je lui rends hommage quand même, parce qu'il y a une musique. Et puis c'était le rôle qu'il jouait, le mari. Votre tirade préférée? J'allais dire, ça commence par un monologue redoutable, où j'ai très très peur. J'allais dire, c'est ma tirade préférée, et en même temps, j'ai très très peur toujours, parce que tu commences avec un monologue, avec des virages à prendre. Et c'est ça qui est bien au théâtre, c'est quand on a affaire à des grands textes, c'est tellement difficile que moi je suis jamais content, donc j'ai toujours envie de revenir le lendemain pour faire mieux. Et au bout de combien de fois vous êtes à l'aise avec un texte? Jamais. Jamais? Non, c'est comme une course automobile, pour un numéro de trapèze, on est sur le qui-vive. Ouais. Et de vous frotter à ce texte-là, est-ce que vous l'auriez fait plus jeune, par exemple, enfin plus inexpérimenté plutôt? Ah bah oui, parce que j'avais déjà des goûts très ringards jeunes, donc déjà je regardais les films de Sacha Guitry quand j'étais jeune, alors que mes camarades regardaient La Guerre des Étoiles, je crois. Ah oui, donc vous c'est de l'ADN? Oui, c'est pour ça que c'est pas une histoire de génération, c'est une histoire d'état d'esprit, de sentiment, enfin... D'ailleurs, il y a parce que je donne des cours dans une école qui s'appelle Le Foyer, et j'ai découvert un jeune acteur qui a 24 ans, qui s'appelle Joseph Tron, et qui a un petit rôle dans la pièce, qui joue le rôle du détective, puisque le mari paye un détective pour suivre sa femme. Et il est formidable, ce garçon, et il a 24 ans, donc, et il est arrivé en passant une scène de Jean Giraudoux. J'ai dit, mais comment tu connais Jean Giraudoux, toi, alors que tous les autres passaient des auteurs plutôt branchés?
Donc c'est pour ça que c'est pas une histoire de génération, ça donne de l'espoir, ça veut dire qu'il y a des gens particuliers et curieux. Et alors cette pièce, comment, quand vous décidez de la jouer et à la Michaudière, ça convainc tout le monde ou tout le monde se dit oh là là, il nous a encore sorti un truc de derrière les fagots? Comment ça se passe? Les gens se disent il nous a encore sorti d'un truc de derrière les fagots, mais c'est formidable. Non, mais il y a un directeur magnifique avec qui je travaille depuis maintenant beaucoup de temps, qui s'appelle Richard Caillat, qui me fait confiance. Quand j'ai voulu monter la pièce d'André Roussin il y a 3 ans, lorsque l'enfant paraît, malgré la présence de Catherine Fro, qui était une garantie, tout le monde a dit à Richard Caillat ne fais pas ça, n'écoute pas Michel, c'est du vieux théâtre, ça n'intéressera personne. Et on a joué 360 fois. Donc, faut pas écouter ce que les gens disent. En fait. Faut écouter Michel. Non, mais il y a plein de pièces oubliées qui sont formidables. Est-ce que vous avez connu des gadins quand même? Oui, bien sûr. Et avec des spectacles que j'aimais. Ah, lesquels? Non, mais je sais que j'avais monté une pièce anglaise de Joe Horton qui s'appelait Mr. Sloan avec Charlotte de Turckheim et Gaspard Ulliel. Et à la Comédie des Champs-Élysées, on nous avait dit ça va cartonner. Et on faisait les demi-salles, les gens étaient un peu dérangés. Le public de Charlotte de Turckheim était surpris. Ça n'a pas été le succès qu'on escomptait. Et pourquoi vous avez... Je pense que la pièce c'était une pièce des années 60, mais elle était assez trash en fait. C'était un boulevard, mais un peu crasse-bec. Donc les gens étaient un peu. Puis c'était à la Comédie des Champs-Élysées, qui est un théâtre très chic, très beau. Et puis je pense surtout le public de Charlotte Turckheim était très choqué, malgré la présence de Gaspard Ulliel. Mais je sais que, par exemple, j'avais remonté la première pièce de Jean Poiret qui s'appelle D'où sa mère, Bouffe parisien, produit par Richard Caillat. On a eu un succès d'estime, mais la salle n'était pas pleine, les gens étaient un peu surpris parce que c'était une pièce très psychanalytique de Poiret, on s'attendait à quelque chose de très drôle. Alors c'était drôle, mais c'était un peu plus raffiné, un peu plus profond, donc les gens parfois sont surpris. Mais moi ça m'intéresse de faire des choses différentes. Donc c'est vrai que vous avez quand même un éventail incroyable. Et je sais, j'avais monté une pièce de Harold Pinter qui s'appelle Trahison avec Roche Dizem, et on a dû arrêter parce qu'on a joué qu'un mois et demi, on a joué 3 mois à cause du Covid, mais je sais qu'on s'était fait assassiner dans les critiques parce qu'on disait que c'était trop drôle, que j'avais monté Pinter de façon comique. Et puis il y a la fille de Harold Pinter qui est venue 2 fois qui m'a dit mon père aurait été heureux parce qu'il voulait que les gens rient à ces pièces, qui sont terribles évidemment, qui sont cliniques. Donc il ne faut pas écouter ce que disent les gens. À part la fille d'Harold Pinter. Donc on peut rire sur Pinter. Ben oui. Ouais, très bien. Et de jouer dans ce théâtre de la Michaudière, c'est pas une première fois. Est-ce que... J'ai fait 4 spectacles. Ouais. Est-ce que c'est un théâtre qui a une histoire particulière et qui doit vous toucher parce que Yvonne Printemps, Pierre Freinet, etc. Jacqueline Maillan. Est-ce que c'est des noms qui comptent pour vous? Est-ce que c'est un peu vos saints patrons? Je suis très nostalgique, donc d'ailleurs je demande à chaque fois d'être dans la loge de Pierre Freinet, qui est une loge toute petite qui est à Cagibi en fait, où personne ne veut aller. Mais moi ça me bouleverse d'être dans la loge de Pierre Freinet, mais ça me met dans des états pas possibles. Mais tant mieux pour moi, ça me regarde. Mais en effet c'est un théâtre qui est chargé de... Il y a eu des choses exceptionnelles dans ce théâtre. Moi j'ai même vu la création d'une des premières pièces de Thomas Bernhardt avec Guy Tréjean, j'avais vu L'Habilleur aussi, une pièce d'Harold avec Jean-Pierre Mariel et Jacques François, qui était formidable. Donc, en effet, c'est un théâtre qui est chargé, et puis le rapport salle est très bien, parce que c'est un théâtre années 20, donc il y a très peu de mauvaises places. Il est grand, mais il n'est pas non plus inhumain. Non, j'aime beaucoup ce quartier, donc j'aime beaucoup ce théâtre. Ouais, et puis 100 ans, c'est impressionnant, et je me suis dit, la salle était absolument comble le dimanche après-midi, alors on dit le matin quand c'est l'après-midi, c'est ça? La matinée de l'après-midi. Et je me suis dit, c'est merveilleux à l'heure où les gens binge sur Netflix de parvenir à remplir encore comme ça un théâtre. Oui, mais je crois qu'il faut aussi leur donner envie de sortir. C'est pour ça que si c'est pour refaire ce qu'on voit aux actualités, c'est pas la peine de faire du théâtre ou de l'opéra. Et je sais, moi j'ai monté l'année dernière un opéra de Wagner à Toulouse, Le Vaisseau fantôme, et ça a été un énorme succès public, alors que Wagner c'est quand même assez rude. Ouais. Mais on avait fait un spectacle poétique et qui a plu au public. Le public, en effet, avec les chaînes qu'il y a, avec Internet, il n'y a aucune raison de sortir de chez soi. Et alors justement, est-ce que votre conception, c'est de conserver le style et l'âme, ou au contraire d'aller réinventer le boulevard comme ça? C'est compliqué parce que moi, je ne fais pas de reconstitution historique, c'est-à-dire que ma mise en scène, ce n'est pas la mise en scène de la création.
et j'aime pas les choses académiques, et en même temps, j'aime pas la modernisation à tout prix, parce qu'on a beaucoup fait que c'est devenu un nouvel académisme, la modernisation. Tous les metteurs en scène essaient de moderniser des vieilles pièces ou des vieux opéras, et c'est un vieux débat, ça date des années 60, donc j'essaie de rebondir sur le style, mais je parle toujours du style de l'œuvre, et après, il y a mon imaginaire qui entre en jeu, il y a une mise en abîme de la convention, en fait, mais je fais avec la convention, bien sûr. Et Guitry, donc au tout début, cette pièce, il l'avait prévue comment au niveau de la mise en scène? Enfin, vous avez la trace du premier, le premier schéma? On a des photos de ça, quand il a reprise dans les années 30 avec Yvonne Printemps, la Madeleine, mais on n'a pas de trace de la création, en fait. D'accord. Donc il n'y a pas d'indication, il n'y a pas... Il y a des didascalies quand même assez précises, mais, parce qu'il connaissait très bien le théâtre. Mais c'est beau les didascalies, parce que c'est l'auteur qui les a écrites. Hein, c'est comme, alors après, il ne suffit pas d'appliquer les didascalies de façon scolaire. Mais de partir des didascalies, ça peut nous aider à imaginer des choses. D'accord. Donc vous utilisez aussi tout ça, j'ai envie de dire. Ah oui, je trouve ça passionnant de savoir ce que l'auteur a voulu, même si après je donne une interprétation de la pièce. Vous avez écrit, ou dit, pardon, je crois à la beauté du mensonge au théâtre. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? C'est ce que dit le réalisateur italien Sorrentino. Il a fait un film très beau sur Berlusconi. Il a écrit sur l'écran tout est vrai, tout est faux. Mais oui, je crois qu'il faut trouver la vérité de l'artifice, en fait. Évidemment qu'on est au théâtre, évidemment que tout est faux, et en même temps, il faut trouver la vérité de ça. Mais vous savez, c'est comme quand on regarde un dessin animé, et on sait que c'est faux, et en même temps, on est pris par l'histoire, ou une bande dessinée. On sait que c'est faux, puisque c'est dessiné. Mais en même temps, on est pris par l'histoire. Donc, c'est ça. J'aime bien avouer que je suis au théâtre. Évidemment que c'est du théâtre. C'est des hommages au théâtre. Mais il faut embarquer le public dans un conte, dans une légende. Mais au tout début, le théâtre, c'était pas du tout. Le but n'était pas de reproduire la réalité. Après, on a eu un théâtre plus réaliste, mais à la base, le théâtre était considéré comme quelque chose d'abstrait, comme le kabuki ou comme des théâtres. Donc, mon but, c'est pas de reproduire la réalité, quoique parfois la réalité est tragique et burlesque. Et alors là, c'est quoi votre but? Vous dites, c'est pas de reproduire la réalité. Mon but, c'est de faire rêver les gens, c'est de servir Guitry, et puis c'est de parler de la névrose humaine, mais avec dérision. Je ne peux pas envisager un spectacle sérieux, j'ai besoin qu'il y ait de l'humour. Même quand j'ai monté Britannicus, il y avait quand même de l'humour, parce que autrement c'est sinistre. Vous avez dit tout à l'heure dans la loge que le théâtre vous avait sauvé. Vous n'avez pas dit pourquoi. Oh là là. Non, c'est parce que j'avais un peu du mal avec la réalité, on va dire. Ouais. Donc c'est vrai que le théâtre m'a sauvé, m'a donné envie de vivre. Mais je pense que je fais mieux le théâtre depuis que j'aime la vie, mais je pense qu'il faut. Mais c'est pas la vie est belle, mais c'est la société qui est dure, c'est les rapports sociaux, c'est le quotidien en fait, tout ça. Non, moi je crois que j'avais envie de, comme j'étais quelqu'un d'assez solitaire, d'assez casanier, je lisais dans les livres, dans les films, donc j'avais envie que la vie soit toujours extraordinaire, et la vie n'est pas toujours extraordinaire, elle est peuplée d'embûches et d'épreuves, donc pour arriver à des moments gracieux. Et vous vous souvenez du moment où vous avez découvert Guitry? Oh oui, c'est très jeune. Ça doit être en regardant les films à la télévision, en fait. Cinéma de minuit, quelque chose comme ça. Et puis après, j'avais vu Jean-Claude Brialy qui avait joué Désiré avec Bernadette Lafont. Et puis j'avais vu aussi Claude Rich dans Faisons un rêve qui était formidable. Voilà, donc j'ai vu. Et puis c'est devenu un de vos auteurs fétiches. Oui, mais j'aime bien les pièces de jeunesse parce qu'il n'y a pas de film en fait. Il n'y a pas de film de la jalousie, il n'y a pas de film de Nono. Parce que quand on regarde Désiré, le film avec Arletty, ou quand on regarde Mon Père avait raison, le Nouveau Testament, les films sont tellement parfaits que, même au niveau de la réalisation, moi ça me. Alors on dit, mais les gens ne se souviennent pas, mais moi ça bloque mon imaginaire. J'ai envie de faire pareil. En fait. Ah oui. Ah ouais. Les costumes d'Arletty dans Désiré, c'est une merveille.
Donc ça me bloque un peu, tandis que là, j'ai pas de référence. D'accord, donc il ne faudrait pas qu'il y ait de film. Vaut mieux pas. Et justement, le cinéma, parlons-en rapidement, mais enfin, vous avez une actualité la semaine prochaine. Vous incarnez le président de la République. Racontez-nous. Mais pas Emmanuel Macron. Non. Je ne suis pas assez beau. C'est la couleur des cheveux. Il a des beaux yeux, des belles dents. Mais non, en fait, c'est un film de Stéphane de Moustier qui va sortir le 5 novembre, qui s'appelle L'inconnu de la Grande Arche, et qui est l'histoire surtout d'un architecte danois qui a conçu la Grande Arche, qui a été un peu un fiasco. Et c'était une commande de Mitterrand. Et j'évoque Mitterrand, mais je ne l'imite pas, parce que je vais voir des biopics, donc c'était vraiment, avec le réalisateur, c'était vraiment représenter le pouvoir et la vanité du pouvoir, et l'absurdité du pouvoir, et en même temps la passion qu'avait Mitterrand pour l'art. Donc mais c'est un très très beau film, c'est surtout centré sur l'architecte. Mais c'est un très 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 beau film, parce que c'est un dossier qui a été un peu étouffé, parce que l'architecte est parti alors que la Grande Arche n'était pas terminée, etc. Et c'est très beau. Et alors, vous m'avez raconté aussi que Mitterrand s'était mis à quatre pattes. Il y a une scène où l'architecte demande à Mitterrand, pour qu'il voit mieux la maquette, de se mettre à quatre pattes. Et je dis au réalisateur, c'est peut-être un peu... Et il me montre une photo qui a été cachée, où on voit Mitterrand à quatre pattes. Donc en fait, la réalité est beaucoup plus extravagante que la fiction. Et je me souviens qu'il y avait une phrase très difficile à dire. Je disais au réalisateur, c'est quand même très alambiqué cette phrase. Et il m'a dit, c'est une vraie phrase de Mitterrand. Ah oui. C'est un langage très précieux en fait. Ouais. D'accord, ouais. Et justement, vous qui êtes d'abord un homme de théâtre, vous aimez ça, jouer pour le cinéma comme ça? Ou c'est juste anecdotique? Moi j'aime bien quand les rôles sont beaux, mais c'est rarement souvent des films pas très intéressants. Donc, et puis comme je fais beaucoup de théâtre et d'opéra, je fais du cinéma si c'est bien, alors j'en fais pas souvent. Non, mais quand je fais Marguerite, je fais un film aussi, L'amour est une fête, de Cédric Angers, ça c'était formidable. Mais puis j'ai joué le rôle de Balzac dans un film d'Ariel Dombal, alors ça c'est... On décolle du sol automatiquement, on est obligé avec Ariel. Et puis je joue Balzac, alors ça c'était bien parce qu'il n'y avait pas de... Ce que j'aime pas dans les biopics, c'est qu'il y a des documents très récents, il vaut mieux faire un documentaire à ce moment. Mais Balzac, il n'y avait que des photos. Ouais, donc ça vous laisse libre? Oui, ça laisse libre. Oui, c'est comme pour puis c'est pas l'imitation, ce qui m'énerve, c'est les imitations. Ouais. Oui, c'est ça. Alors, donc vous êtes bloqué par l'image d'un film à partir d'une pièce, et les personnages, il vaut mieux qu'ils soient morts. Mais parfois il y a des documentaires qui sont 10 fois mieux que des fictions. Ouais, d'accord. Et alors là, donc cette pièce, vous allez la jouer pendant... Moi, je me suis dit, si la Michaudière a 100 ans, combien de temps vous allez jouer la pièce? Pour l'instant, on la joue jusqu'à mi-janvier. Puis on doit faire une tournée l'année prochaine. Ah oui, d'accord. Très bien. Alors, Guitry, qu'est-ce que vous aimez le plus chez lui? Je me suis demandé, parce que c'est amusant, certes, on rigole, mais c'est aussi très cruel. Est-ce que vous avez ce goût, est-ce que vous partagez ce goût pour la cruauté? Bien sûr, le théâtre de la cruauté d'Antonin Artaud, bien sûr, évidemment. Je trouve que la vie est très très cruelle, le monde est très cruel. Hein. Je trouve ça vraiment très très dur. Hein. Donc, en effet, mais j'aime sa langue, j'aime son style, j'aime son cinéma, j'aime sa façon de jouer, j'aime ce qu'il dit dans le fond. Et puis il avait dit une phrase, je ne peux pas retrouver la phrase exacte, mais en gros il avait dit c'est plus facile d'être sinistre que d'être drôle. Donc j'aurais pu être sinistre, mais j'ai choisi d'être drôle. Quoi, en fait. Vous l'avez rencontré? Non, parce qu'il est mort, j'étais pas né. Ah bon, il est mort dans les années 50, je crois. 57. Voilà. 57. Donc j'étais pas né, vous êtes gentil. J'aurais été baby. Oui, vous auriez pu être baby. Non, j'aurais pu rencontrer par contre ces dernières femmes. Ouais. Jacqueline de Lubac et Alain Marconneau. Et finalement pas. Non. Vous n'avez pas été tenté. Non. Et si vous le croisiez, la Guitry, qu'est-ce que vous lui diriez? Bon, on passait une bonne soirée. À dire des bêtises. À rire ou être cruel? Les deux, madame. Alors, vous travaillez donc cette mise en scène, quand vous la travaillez, vous êtes avec tous
tous les comédiens. Est-ce que, est-ce que vous les laissez, vous êtes quel type de metteur en scène, je me suis demandé, parce que comme effectivement vous êtes des deux bords, est-ce qu'ils ont un peu de liberté, beaucoup de liberté? C'est un peu compliqué parce que je suis très maniaque et très psychorigide. Ouais. Donc j'ai un dessin du spectacle, donc, et puis je suis là tous les soirs, donc ils ne peuvent pas déborder du cadre. Mais en même temps, je les pousse à jouer dans le style, et ce style, le style de Guitry est brillantissime, donc on ne peut pas faire ça du bout des doigts, quoi. C'est pas un jeu sobre, c'est un jeu rutilant, quoi. Donc à la fois ils ont un sentiment de liberté de faire des choses folles, etc. Et en même temps, tout est très construit. Ben oui, j'allais dire, faut allier la fantaisie à la rigueur. Mais il n'y a que ça qui est intéressant, je pense. Ouais. C'est là. Vous savez, c'est comme les jardins à la française qui sont très carrés, puis à l'intérieur il y a des enluminures et des décorations. Enfin, bah, c'est vraiment ça, c'est le style baroque, quoi. Moi, c'est ça que j'aime, c'est le mélange de la rigueur et de la folie. Ça vous correspond tout à fait. Vous chantez encore? Je chante pas, je bugle. Non, c'est trop difficile. Là, c'est trop difficile. C'est trop difficile. Eurydice, non? Non. Pas Eurydice, d'accord. J'ai joué tout à l'heure. Ah oui, vous jouez là tout à l'heure. Ah oui, donc il faut conserver oui, le diamant. Ouais, d'accord. Vous avez des trucs pour... Est-ce que vous avez encore le trac et est-ce que vous avez des moyens de lutter contre? Non, mais bien sûr qu'on a le trac, et puis je pense que ça ne va pas s'arranger. Je me souviens, Michel Bouquet, il était tétanisé par le trac. Geneviève Casil, qui fait partie de l'histoire du théâtre, elle a le trac, donc je pense que ça ne s'arrange pas. On a peur de pas... Alors parfois c'est un peu de l'orgueil, on veut être aimé, on veut être bien, on veut qu'on nous dise qu'on est bien, mais c'est aussi la peur de ne pas être à la hauteur du projet, quoi, en fait. De ne pas arriver à réussir la démarche qui est difficile, hein, c'est difficile, je trouve. Même toujours difficile. Ah oui, c'est difficile. Parce que quand on va voir la pièce, on a l'impression que tout est tellement facile. C'est beau, ça brille, c'est brillant. Oui, c'est comme les grands restaurants, il ne faut pas aller dans les cuisines, mais c'est Ouais. Mais c'est vrai. Donc faut pas, on ne sait pas. Non, c'est très difficile. Mais vous savez, c'est comme des grands sportifs, ou comme des acrobates, ou comme des coureurs automobiles, quoi. On a peur et en même temps, ça nous anime, ça nous porte. Et alors ça commence à aller mieux à la fin, quand le public applaudit? Oui, évidemment, là c'est une libération. Ouais. Mais vous savez que d'où ça vient les applaudissements? Les gens dans l'Antiquité frappaient dans les mains pour que les comédiens reviennent à la réalité. Ça venait de là. Et donc plus le comédien avait été possédé, plus ils applaudissaient longtemps. Et donc c'est vraiment ça, le salut, c'est ça, c'est de revenir à la réalité. Vous êtes possédé à la fin? J'essaie d'être possédé, mais ça n'arrive pas tout le temps. En tout cas, vous possédez bien votre public. Donc l'ambition de jouer une pièce, c'est à la fois de renouveler, de faire revivre encore Guitry, toujours Guitry. Est-ce que la jalousie, est-ce que c'est une constante? Est-ce que ça se transforme? Je me suis demandé, moi, en regardant, est-ce qu'aujourd'hui les femmes sont toujours innocentes, comme il y a plus d'un siècle? En fait, la femme est innocente, mais sa mère n'est pas du tout innocente. Donc, je pense qu'il y a les deux. Oui, non, je pense que les sentiments humains n'ont pas changé. Ouais. Les hommes, en plus, sont, parce qu'on dit toujours que Guitry est misogyne, parce qu'il a... Mais c'est plutôt sa deuxième partie où il faisait des bons mots sur les femmes. Et en même temps, il adorait les femmes, il les idolâtrait. Mais là, la période, elle est moins misogyne, je dirais, elle est plutôt misanthrope, parce que le mari, il est égoïste, ouais. L'amant, il est mesquin, enfin... Et la femme est beaucoup plus reluisante. Oui, et je pense que les sentiments humains n'ont pas changé et sont éternels après. Évidemment, il y a des codes de société qui ne sont plus les mêmes, mais c'est ça qui est charmant, ça permet de voyager et puis de se rendre compte aussi de l'évolution qu'on a fait. Parce que le rôle que joue Gwendoline Amont, la femme, c'est vraiment une bourgeoise c'est un peu comme Madame Bovary ou Eda Gabler, c'est-à-dire c'est une bourgeoise qui ne fait rien de la journée, quoi. Enfin, oui, elle est préoccupée par... Alors, je sais que ça existe encore. Oui. Moi, j'avais une tante comme ça, qui était adorable d'ailleurs, qui ne faisait rien, quoi, en fait. Je faisais un peu de canevas, Mais ça a un petit peu évolué, en effet. Mais c'est vrai que Madame Bovary, on comprend qu'elle déprime parce qu'elle n'a rien dans sa vie. Oui, à part aller acheter des rubans. Voilà.
Et là aussi, Là aussi, c'est un peu ça. Oui, 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 elle fait les courses. Enfin, Mais c'est très beau le plaisir. parcours que fait la femme dans la pièce. C'est vraiment un très beau rôle de femme parce elle est pure et futile apparemment, et puis elle va se faire vraiment contaminer par cette maladie de la jalousie, et son mari va la rendre vraiment folle, quoi. C'est un très beau personnage. Oui, oui, et puis c'est un rôle dramatique finalement. Par moments, oui, puis en même temps, elle devient aussi folle. Très bien. La jalousie, si vous deviez définir ce sentiment, comment est-ce que vous appelleriez cette jalousie? Ah bah, je vous dis, je pense que c'est bête. C'est juste bête? Ah ouais, c'est bête. Oh, c'est pas que ça. Bah si, pourquoi être jaloux? Je sais pas. Moi je suis pas jaloux, j'ai pas envie de faire ce que font les autres acteurs, quoi. Vraiment, je fais ce que j'ai envie de faire, donc j'ai pas envie d'avoir la carrière même si je gagnerais plus d'argent. Et en amour? En amour, moi je pense, mais j'ai appris récemment, mais je pense que si on aime vraiment la personne, on accepte tout. Et aimer, c'est aimer pour l'autre, pas pour soi. Si on aime pour soi, évidemment, on veut que la personne soit à nous, mais je trouve qu'on n'a pas du tout évolué là-dessus. Nous, c'est qui? Bah, Le genre l'être humain. humain, le genre humain. Je trouve que quand on aime, on n'est pas jaloux. D'accord. Bon. Je vous laisse rêver là-dessus. Guitry disait être jaloux, c'est se créer son propre enfer. Absolument. Oui, on pense à Clouseau, on pense d'ailleurs. Bien sûr. Ouais. Donc vous avez échappé à l'enfer. Oui. Bravo. Mais je suis pas, je dis même dans le métier, je suis pas de tempérament jaloux. D'accord. Mais vous avez été jaloux auparavant quand même, en amour. Parce que Oui, mais j'étais pas vraiment amoureux. D'accord, donc vous découvrez Oh là, c'est récemment. intime ces questions. Oh là là, bah oui, mais je sais pas. La vie privée des acteurs ne m'intéresse pas. Un être humain qui échappe au sentiment qui fait partie de la gamme, hein, on va dire. C'est rare. Bah, je suis quelqu'un de rare. Non, mais Donc nous n'en saurons pas plus. Bah, écoutez, merci beaucoup. Je vais laisser peut-être la parole au public, puisqu'il est à vous. J'ai simplement, j'ai simplement un message à vous faire passer. Voilà, je suis une comédienne amateur et mon metteur en scène est quelqu'un qui vous connaît très très bien, et vous aussi. Je vous aime beaucoup. Tous les vendredis, il nous parle de vous. C'est pour ça que je sais que vous êtes un peu rigide. Il m'a dit, tu vas le voir, tu te fais connaître. Vous pensez à qui? je sais pas, c'est un comédien avec qui j'ai travaillé. Oh, mais vous le connaissez depuis très très longtemps. Alors, je vais vous donner un indice. Agen. Ah oui. Ah, c'est quelqu'un qui était en classe avec moi. Sûrement. Eric, il s'appelle. Oui, Ouais, Eric d'accord. Sauten. Voilà, d'accord. Oui, on était au collège ensemble. Oui. Voilà. Vous parlez énormément de vous. Ah oui. Voilà, je tenais. Et on faisait rien à l'école. On ne faisait rien. C'est ce qui nous aide. On ne faisait rien à l'école. Je préférais aller lire des livres chez moi. Ouais, c'est ça. Voilà, donc j'ai fait passer le message. D'accord. On en rêve des mauvais élèves qui rentrent chez eux pour lire aujourd'hui. Oui. Oui, les élèves lisent à la FNAC. C'est bien. La FNAC autorise les gens à lire dans les rayons et j'étais émerveillée, je suis toujours émerveillée de voir que les jeunes ouvrent les livres là. Voilà. Bon. Puisque vous ne faisiez rien à l'école, vous n'avez pas eu à l'école un bon professeur de théâtre? Parce que parfois, quand on a un bon professeur de théâtre, on devient président de la République. Oui, bien sûr. Mais, vous ne croyez pas si bien dire, mais non, je me souviens du prof de français dont j'étais amoureux, en fait, parce qu'elle me passionnait, qui m'a fait découvrir Monterland, Michel Tournier, Bruno Bettelheim aussi. Enfin, et c'était une professeure qui était complètement folle, mais qui était passionnante. Et, oui, bien sûr. Elle s'appelait pas Brigitte. Elle était folle. Je voulais vous demander si vous pouvez déjà nous donner quelques parfums de prochains opéras ou prochaines pièces qu'on pourrait voir de votre main. Et puis, une deuxième question. Guitry est dans votre panthéon, certainement, mais si vous deviez donner dans vos musiciens et dans les gens de théâtre, peut-être 3, 4, 5 noms qui sont dans votre panthéon absolu, parce que
vous pourriez nous dire? Bon, Merci. il y en a beaucoup. C'est vrai que j'ai une passion pour Richard Strauss et puis pour Richard Wagner, mais j'aime autant Mozart que Alban Berg. Enfin, je suis très, très, très curieux, très ouvert. Et pareil, j'ai beaucoup de fantômes avec moi, beaucoup de références. Mais il y en a trop, je ne pourrais pas tous les dire. Mais évidemment, je pense à Michel Bouclé, parce que c'était mon professeur au conservatoire qui était très, très dur. Puis que j'ai mis en scène son dernier spectacle, donc évidemment, il est très présent. Mais je pense aussi à quelqu'un que je n'ai pas connu, c'est Paul Meurice, par exemple. Je suis fan des films de Paul Meurice. Donc des choses très modernes, vous voyez. Mais non, mais évidemment qu'on a des références. Je me souviens d'avoir vu Maria Cazares sur scène, c'était démentiel, ou même Maria Pacôme dans le style burlesque, c'était incroyable, quoi. Je me souviens de la création de Joyeuse Pâques avec Jean Poiret et Maria Pacôme, mais on sortait, on était ivres, quoi, c'était tellement absurde. Donc, en effet, mais il y a aussi des gens vivants qui me font rêver, heureusement, parce que autrement je serais vraiment un vieux con, même si je me rapproche. Mais j'aimerais bien savoir ce que je vais faire après, parce que j'ai encore envie de faire des choses, en fait. Je me suis rendu compte, parce que je suis resté 2 mois sans rien faire, et je me suis dit, en fait, ça me manque. Et donc, avant de répéter, non, je vais remonter un opéra de Mozart que j'avais monté déjà à Versailles, on va le remonter en juin. Après, j'ai un projet d'un opéra de Wagner à Toulouse, mais je ne peux pas dire ce que c'est, l'année prochaine. Et après, à l'opéra, on sait très très à l'avance ce qu'on va faire. Donc, on m'a parlé d'un opéra de Rossini aussi qui me plaît beaucoup, une tragédie de Rossini. Et parce que j'adore la tragédie. Mais moi, j'ai envie de. Le problème, c'est que comme j'ai fait des succès avec des vieilles pièces de boulevard, maintenant on me propose tout le temps des vieilles pièces de boulevard. Et puis tous les acteurs me disent je veux faire du boulevard, je veux faire du boulevard. Alors qu'avant c'était un peu méprisé. Il y a beaucoup d'acteurs et d'actrices qui veulent. Mais j'ai pas envie de faire ça tout le temps. Alors j'aimerais bien monter une pièce de Georges Genet, j'aimerais bien monter une tragédie de Racine, j'aimerais bien monter une pièce de Tennessee Williams aussi. Donc là c'est en train de se décider, mais je peux rien dire. Mais là je suis occupé. Parce qu'avec les opéras et le théâtre. Quand vous dites qu'il y a des gens vivants qui vous font rêver, c'est qui? Qu'est-ce qui vous fait encore rêver? Non, je sais que j'ai un projet avec Fanny Ardant, j'ai un projet avec... mais rien n'est sûr. Ça, c'est une créature formidable. Mais voilà, je discute aussi avec Isabelle Huppert, parce que je trouve que c'est une actrice vraiment audacieuse, quoi. Voilà, donc c'est des gens comme ça, voilà. Des grandes figures. C'est pas des toutes jeunes. Il n'y en a pas dans les toutes jeunes? Si, encore si. Je suis très éclectique dans mes goûts. Et puis, vous savez, ce qui est formidable dans la vie, c'est qu'il y a des rencontres inattendues. Je ne pensais pas que... Moi, j'ai fait le premier spectacle d'Audrey Tautou, et c'était une rencontre formidable, alors que je ne pensais pas que... Et pareil, ma rencontre avec Ariel Dombal, je vous assure, c'est une personne qu'il faut vraiment connaître, que c'est quelqu'un de... C'est une personne des plus généreuses que j'ai rencontrées dans ma vie. L'intelligence, l'ouverture d'esprit, et son côté sophistiqué, parfois cache sa profondeur, quoi. Je ne pensais pas du tout que j'allais devenir très très proche d'Ariel Dombal. Et ça, c'est les mystères de la vie. Et c'est inexplicable, quoi. C'est comme quand on tombe amoureux, c'est un peu absurde, quoi. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Qui va aller le voir ce soir? En novembre. Et en novembre. Pardon, moi j'ai peut-être une autre question. Allez-y. Si on sort de l'opéra et du théâtre, Guitry, Roussin, toute autre chose de Molière, Dandin était exceptionnel. Des spectacles comme Névrotique ou le récital emphatique, est-ce qu'on va revoir ce genre de spectacle un jour? Vous y repensez? Est-ce qu'il y a la place encore pour intercaler ce genre de spectacle? Vous savez, le récital emphatique, c'est le directeur des Bouches du Nord de l'époque, c'était Olivier Montelli, m'a dit je te donne 15 jours, carte blanche, tu fais ce que tu veux. J'ai dit je ne suis pas libre 15 jours, je suis libre 10 jours. Il dit tu fais 10 jours, tu fais ce que tu veux. C'est formidable d'avoir un directeur comme ça. Maintenant il dirige la Philharmonie. Ouais. Et donc j'ai fait quelque chose de totalement gratuit, comme je suis fasciné par les tragédiennes et par les chanteuses d'opéra.
j'ai fait la parodie de la chanteuse d'opéra ou de la tragédienne. Et je me suis dit, ça va faire rigoler mes copains, on va jouer 10 jours, ce sera très très sympathique. Je ne m'interdis rien. Et la veille de la première, je me suis dit, Michel, est-ce que c'est vraiment intéressant de faire ça? T'es sûr? J'étais tout seul avec le pianiste. Je me suis dit, quand même, c'est lamentable de faire des choses pareilles. Et puis, petite période de doute. Et en fait, ça a été un tel carton qu'après, on l'a repris 2 mois au Petit Marigny, on l'a repris 2 mois au Théâtre de l'Œuvre. Et ça a été vraiment un phénomène. Donc, alors après, on m'a demandé récital 2, récital 3, récital 4. Alors j'ai dit non. Et donc j'ai fait Négrotique Hotel qui était différent, c'est sur la chanson française. J'ai un projet de faire un concert avec un ténor, un vrai ténor qui chante bien, et moi. J'ai vu des vidéos de Maria Callas à la fin de sa vie, elle faisait des tournées, elle avait la voix flinguée, et elle faisait des tournées avec un jeune ténor, Di Stefano, qui avait une voix flamboyante. Et elle chantait dans des lieux immenses à Tokyo, à Londres, des trucs mais inhumains. Et on sentait la souffrance de cette femme, elle savait très bien qu'elle n'avait plus de voix, etc. Alors qu'elle était jeune, elle avait 40 ans. Et donc j'aimerais bien faire quelque chose comme ça, sans faire un Callas, mais, parce que j'ai pas la voix, mais l'idée de la vieille chanteuse un peu pathétique avec le jeune ténor brillant, ça c'est un projet peut-être quoi. Mais il faut trouver des créneaux différents quoi, pour continuer ce... Parce que j'aime le travestissement, mais j'aime autant jouer Dietrich que de la faire des hommes. J'aime les deux, quoi. Puis ce qui est bien, c'est de faire les deux. Vous ne refusez rien J'essaye. Ouais. Autrement, je m'ennuie. Mais c'est compliqué, hein, c'est un combat, parce que à chaque fois que moi j'ai fait un spectacle, il y a quelqu'un qui m'a dit « Michel, ne fais pas ça, c'est pas bien. » Donc, et ne parlons pas des critiques, donc si j'avais écouté les gens, je pense que j'aurais tout arrêté. Certains vous diront, il vaudrait mieux, donc il faut faire ce qu'on a à faire. Quoi. Vous envisagez pas d'arrêter un jour? Jamais. Je suis en fin de carrière quand même. Bah non, regardez. Ça Ouais, plaît. Michel Bouquet, il a joué à 91 ans. Bon. Bah voilà. Et un jour, dans le Tartuffe, parce qu'il faisait Orgon, moi je faisais Tartuffe, un jour il m'a soufflé le texte. Parce qu'il avait joué Tartuffe jeune. Il m'a soufflé le texte, il avait 91 ans. Mais lui, il a consacré sa vie au théâtre. Je savais très bien que quand il allait arrêter, il allait mourir. Vous savez, il y a de moins en moins d'acteurs qui sont prêts à consacrer du temps au théâtre. Parce que le théâtre, c'est fatigant, on vous attend en tournant, ça pardonne pas, c'est moins bien payé que le cinéma, etc. Non, mais c'est vrai. C'est pour ça que c'est tout à l'honneur d'Isabelle Huppert, de Fabrice Lucchini ou de François Berléand qui font tous les ans une pièce. Ils pourraient rester chez eux et faire un film, vraiment. Ils aiment tellement le théâtre. Et ça, déjà dans ma génération, on l'a un peu perdu, mais dans la génération après, là, c'est terrible. Si on n'est pas animé par l'amour du théâtre, comme était Laurent Terzieff ou Maria Cazares ou Michel Bouquet ou Michel Galabru, Michel Galabru faisait des tournées dans des bleds insensés, alors qu'il était vraiment une star. Et parce qu'il aimait il aimait le théâtre. Ouais, vous avez le sentiment qu'aujourd'hui, la jeune génération court après le cinéma? Ben, il y en a encore, puisque j'en rencontre, donc je ne suis pas du tout pessimiste, mais quand même, les acteurs maintenant aiment le confort. Et la rentabilité? Et la rentabilité, oui. Et l'argent. Et moi, j'aime le luxe, mais j'aime pas assez l'argent pour faire des mauvais films. Bravo. Mais c'est pas par éthique, c'est parce que je ne peux pas. Je me souviens, on m'avait proposé, je dirais pas ce que c'est, un film vraiment, une comédie pas drôle, avec des vedettes, etc. Et je me souviens qu'on a fait des lectures, et j'ai dit, je ne peux pas, mais c'est pas par éthique, parce que j'aime les choses futiles et légères, mais parce que je ne pouvais pas, j'en étais incapable. Trop mauvais? Ben, ça ne me correspondait pas, quoi, en fait. On ne peut pas tout faire. Hein. Vous, on se demande si vous n'êtes pas capable de tout faire. Dans les extravagances. Oui, dans les extravagances. Ouais. Mais ce qui est bien, c'est que, par exemple, vous voyez, je parlais des rencontres, Stéphane de Moustier, ce réalisateur avec qui j'ai fait Borgo et puis L'inconnu de la Grande Arche, qui fait un cinéma très dur, très aride. En tournée, on n'était pas maquillés, enfin, avec la caméra très très près, etc. Des choses que je n'avais jamais faites, en fait.
Et il est allé me chercher pour me proposer Mitterrand. C'est incroyable. Pourquoi elle aurait pu prendre. Il trouvait qu'il y avait une Non, parce que ressemblance je suis plutôt à Pompidou que Mitterrand, mais. Non, mais je pense que c'est parce que Mitterrand, il voulait l'évoquer, il voulait pas faire du tout de biopic, je suis pas maquillé, etc. Mais il voulait trouver le côté un peu précieux aussi de la langue, en fait. C'est vrai que Mitterrand avait un côté très, très précieux. Il lisait beaucoup de livres, hein. Et il s'habillait très mal. Ah bon? On a vu ça. Ah ouais? Quand on a choisi le costume, c'était vraiment sinistre, comme il fait dit. C'est pas Rachida Dati, Rachida Dati. Il n'y a pas des bonnes Dior. Elle a peut-être les bijoux du Louvre. Et lancez-vous aussi dans une carrière politique. Parce que là, il y a du spectacle, hein, c'est théâtral. Quelle horreur! On s'ennuie pas. Non, je ne suis pas un homme de pouvoir. J'ai toujours refusé de diriger un théâtre. On m'a proposé, hein. Ah non, ça me fait peur. Bah, c'est déjà metteur en scène, c'est déjà diriger une pièce. Un petit peu. Ah oui. J'avais essayé de diriger j'étais directeur artistique, un festival à Figeac, mais oh non, je ne supportais pas. Pourquoi? Parce que c'est une position de pouvoir, de prendre des décisions. Et non. Vous aimez bien Je suis qu'on un artiste. décide à votre place? Vous aimez mieux qu'on décide à votre place? Non, je ne dirais pas ça, mais je ne suis là que pour décider des choses artistiques et pas des choses. Non, je veux pas d'ennui. Je ne sais pas quelle heure il est. L'heure d'aller au théâtre. Quelle heure il est? C'est en main. Moins 5. Ça va? Bon. Est-ce qu'il y a une dernière question avant de filer au théâtre? Bon, bah écoutez. Merci beaucoup à vous. Et la billetterie spectacle est au rez-de-chaussée pour ceux qui n'ont pas encore leur place, les mauvais élèves. Vous pouvez y aller. Et ça dure 1h40, ce qui est quand même assez agréable. Oui, c'est très court C'est à 21h. et c'est très très Je beau. crois que c'est pas chiant. Ah, je garantis que ce n'est pas chiant. Ce qui parfois arrive. Ça arrive, mais là, Oui, bien sûr. Je vais vous approcher la table. merci beaucoup.